La Belgique a vécu sa 4e semaine de grève, marquée comme à Hoboken, près d'Anvers, de défilés et de manifestations contre la loi unique. Adoptée par la Chambre, celle-ci conserve des ennemis déterminés. Parmi eux, les élus socialistes wallons, auteurs de l'adresse au roi, qui met en cause les institutions unitaires de la Belgique. Parmi eux, surtout, André Renard, le leader syndicaliste wallon qui prêche toujours la continuation de la grève. Dans les centres où la troupe a relayé la police pour la protection des usines, un allègement s'est pourtant manifesté. Si les provinces de Liège et du Hainaut demeurent installées dans la grève, les fédérations anversoises et gantoises ont ordonné la reprise du travail. Et à Liège même, pour la première fois depuis 3 semaines, les trams ont recommencé à circuler. À Paris, en présence du général de Gaulle, la place Dauphine a changé de nom. Elle portera désormais celui du maréchal de France, Delattre de Tassigny. Il n'est que juste, dira le président de la République, que Paris grave sur ses murs le nom du maréchal Delattre, c'est-à-dire celui d'un soldat, d'un chef, d'un homme qui fut grand quand c'était difficile. « 700 ans, c'est l'âge aujourd'hui de la cathédrale de Chartres. Qui ne la connaît, en France ou ailleurs? Son histoire, elle se raconte tout au long des enluminures du temps, des gravures des siècles suivants, dans ces tableautins où tout un monde se dévoile, le monde du miracle de Chartres, le monde des 10 000 rassembleurs de la pierre de Dieu, comme les nomma Péguy dont le nom ne se peut plus séparer de Chartres. Car en ce temps-là, pour rebâtir l'église détruite par un incendie, un peuple entier se mit à l'ouvrage. 30 années durant, le ciel de la Beauce put voir monter, assise par assise, les colonnes et les statues qui accompagnent chaque étage. Le plus pauvre apporta sa pierre, et des milliers de tailleurs, de maçons, de charpentiers et d'imagiers dessinèrent sous les ordres d'un architecte audacieux et génial dont le nom est resté inconnu, l'énorme vaisseau qui devait apparaître dans sa blancheur de nouveauté à la fin de l'an 1260. On avait vu les fidèles s'atteler au chariot. Les riches comme les pauvres servirent de compagnons aux hommes de métier. On avait vu dans cet élan général qui fut peut-être l'un des grands instants nationaux, les flèches monter plus haut que tous les édifices existants pour être ce symbole touchant et insensé de ce que peut faire la foi d'un peuple. Il faut revenir à Péguy. Tour de David, voici votre tour Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité. Qu'un chat puisse être le client du Festival mondial des oiseaux, rien à cela que de parfaitement logique. Les chats aiment les oiseaux, et si nous suivons le bœuf, le chat, lui, suit son idée. S'il est sensible au chant des canaris, il préférerait lier amitié avec quelqu'un de plus consistant. Et dans cette exposition, on a mis le poids. Calaos et toucans de toutes sortes. Lévirostres et bucérotidés pour les uns, rhamphastidés, ptéroglosses, olacorynques et sélénidaires pour les autres. C'est simple. Grue couronnée d'Afrique australe, jolie mais farouche. Et Tragopan satyre qui, nonobstant un nom à faire peur, tiennent plutôt de la pintade et de la perdrix. Sympathique mais trop vert sans doute. Un tour chez les Flamands. Mais ces messieurs à gros bec habitent vraiment trop haut. On finira chez les perroquets, mais qu'il est mal commode de s'inviter chez d'aussi fichus caractères. C'est à des occupations, disons, plus élevées, qu'on a convié Hector. Hector est un charmant rat blanc que les spécialistes français destinent au voyage dans l'espace. Mais on n'est pas un rat de l'espace comme ça. Pour l'accomplissement de sa haute mission, Hector a été doté d'une combinaison spéciale qui se fixe par des ressorts à un bâti métallique. Dans cet appareil, Hector s'est vu convié aux délices de l'entraînement spatial et en particulier à ceux de la centrifugeuse pour donner un avant-goût du vol sans pesanteur.
Avec Hector, 6 autres rats s'entraînent au centre d'études et de recherche de la médecine astronautique. Et comme lui, ils pourront le jour J avoir l'honneur de prendre place dans l'habitacle de la fusée Véronique et de faire depuis la base d'Amaguir, près de Colombéchard, le bond de 200 km dans l'espace. Aux États-Unis, ce sont des chimpanzés qui se préparent au grand voyage par une visite médicale très serrée, comme on voit. Mais si ceux qui auront l'honneur d'ouvrir à l'homme la voie du cosmos doivent avoir bon pied, bon oeil, on leur demande aussi autre chose que d'être des passagers inertes. Aussi cultive-t-on leur intellect, ou du moins leurs réflexes. Dans leur habitacle, ils devront en effet savoir obtenir eux-mêmes leur nourriture, donc actionner la bonne manette. Et dans un monde sans pesanteur, ils devront savoir aspirer leur boisson favorite. On ne peut tout de même pas espérer que de bons moments dans l'espace. Et les futurs astronautes américains ont dû aussi s'habituer aux terribles accélérations du lancement. À quand le grand départ ? On n'arrête pas le progrès. Et le progrès donne raison aux automobilistes pressés contre la voiture à bras qui se traîne. C'est pourquoi désormais nous ne verrons sans doute plus le petit déménageur, on en voyait encore quelques-uns, transporter ses pénates d'un bout à l'autre de Paris. Le moteur vient de marquer un nouveau point, un décret va étendre à toute la capitale l'interdiction aux voitures à bras de circuler. On aurait pu évidemment envisager d'autres solutions moins radicales. Rendre obligatoire le port des patins à roulettes, par exemple, ce qui eût permis d'aller plus vite. Ou bien encore obliger les usagers des voitures à bras à munir leur véhicule d'un quelconque système de démultiplication, tel celui de l'inventeur bien connu, Claude Béconnier, qui eût permis lui aussi d'accélérer le mouvement. Ces solutions, semble-t-il, ont dû être écartées à cause des excès de vitesse dus à de possibles pertes du contrôle. Triste temps, on a choisi l'interdiction. Excellent début des skieurs français dans les grandes compétitions internationales de sport d'hiver. Ce sont les skieuses qui ont ouvert le bal. Thérèse Leduc, grande triomphatrice du slalom spécial de Grindelwald, se classe 4e de la descente. Un peu essoufflée, mais souriante tout de même, Thérèse Leduc. À Wengen, succès beaucoup plus éclatant encore des skieurs français. Charles Boson, sans prendre de risques, dans un style très coulé, termine 3e du slalom du Lauberhorn. C'était pas mal du tout pour un début de saison. Voici Guy Périlla, également dans le slalom. Périlla se contente de glisser en souplesse, ce n'est pas un spécialiste. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est la vitesse. Pour lui, une seule épreuve importante, la descente. Il se contente d'un beau classement au slalom. Le vainqueur du slalom, c'est l'Autrichien Stiegler, qui s'efforce de marcher sur les traces de Tony Seiler. Il a beaucoup moins d'aisance cependant. La descente du Lauberhorn, c'est le triomphe de Guy Périlla. Lancé comme un bolide sur des rails, Périlla plonge vers l'arrivée. Beaucoup d'audace, de la virtuosité, de l'élégance dans le geste, voilà ce qu'il faut pour gagner une grande épreuve internationale et pour être considéré comme le meilleur skieur de tous les temps. Tony Seiler a trouvé son successeur sans aucun doute.